La journée internationale de lutte contre le trafic illicite de biens culturels est organisée chaque année par l'UNESCO le 14 novembre. Et donc, lié à cette actualité, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Gergana Gincheva, qui est professeure de marketing, experte des industries culturelles à l'EDEC, l'école économique. Et vous êtes co-autrice de l'article Art et crimes organisés, de la prise de conscience aux moyens d'action, avec également professeur à l'EDEC, Bertrand Monet. Merci beaucoup d'être avec nous. Enchantée. Merci de m'avoir invitée. On entend souvent dire que l'art est l'un des terrains de jeu de trafic illicite les plus importants. Est-ce que c'est toujours le cas? Comment est-ce que le marché de l'art se situe par rapport aux autres marchés? Oui, c'est le cas dans le sens où déjà l'art et investissement financier sont très liés parce que d'après Art Basel, 60 milliards de dollars annuellement sont investis dans l'art. Ensuite, un autre chiffre important, c'est que d'après Europol, après la drogue et les armes, c'est l'art qui vient comme une source de blanchiment. Pourquoi? J'imagine que c'est important d'expliquer. D'abord parce que l'art, le prix d'une œuvre d'art est assez subjectif. Oui. Ça dépend de l'évaluation. Il peut être aussi spéculatif. Pour vous donner un exemple concret, par exemple, en 2007, une œuvre de Basquiat a traversé la frontière avec un bordereau justifiant une valeur de $100, alors qu'elle valait 8 millions. Et elle faisait cette mauvaise évaluation faisait partie d'une opération de blanchiment d'argent, justement. Et c'est parce que la douane n'était pas forcément au courant qu'un Basquiat, ça n'a pas cette valeur-là, alors que c'est vrai que des lingots d'or ou quelque chose comme ça, on peut plus facilement se dire que ça vaut plus. D'accord. Et après, le marché de l'art manque de transparence, parce que notamment avec les ventes aux enchères, par exemple, gré à gré, vous n'êtes pas obligé de dire qui est l'acheteur. Il peut y avoir des services qui proposent un achat sans dévoiler. On va revenir justement sur toute cette réglementation après qui a évolué, mais est-ce que tout d'abord vous pouvez nous expliquer comment fonctionne le blanchiment à travers l'art? Est-ce que peut-être vous avez un exemple pour comprendre quels sont les réseaux, les circuits qui permettent de blanchir de l'argent via l'achat d'œuvres d'art? C'est une très bonne question et c'est le premier résultat de notre étude, le mode opératoire. Parce que vous avez raison, peut-être le grand public ne s'imagine pas comment on peut lier une œuvre d'art à un blanchiment d'argent. Donc, c'est assez simple et ça s'inscrit dans les 3 phases du blanchiment d'argent, je dirais, traditionnel, qui sont d'abord le placement, ensuite l'empilement et l'intégration. Donc, d'abord, le placement, je prends un exemple très concret. Imaginons un groupe de crimes organisés de l'Amérique du Sud, par exemple, qui a fourni de la drogue à un autre groupe de crimes organisés en Europe, France ou Belgique. Donc, il va demander à ce que ce groupe en Europe garde, par exemple, 5% en cash de la transaction. Et ce groupe-là va se mettre en lien. Donc ça, c'est la phase de placement. Il va se mettre en lien avec, par exemple, un agent corrompu sur un port franc. Imaginons, il y en a beaucoup, Genève, Luxembourg. Et il va demander à cet agent corrompu, à des intervalles réguliers, imaginons tous les 6 mois, d'acheter une œuvre d'art entre 3 ou 10 millions d'euros. Et en contrepartie, l'agent, il va recevoir une commission. Et donc, pendant cette phase-là, qui est la phase de placement, l'argent sale du transit de la drogue va être investi dans des œuvres d'art qui sont sur des ports francs. La spécificité des ports francs, c'est que c'est en dehors de toute douane, en dehors de toute législation. Donc, des transactions peuvent se passer tant que l'œuvre ne sort pas du port franc. On ne sait pas
qui est Oui, quelles ont l'acheteur, été où les elle va. transactions. Et donc, ensuite, on va passer à la partie empilement, où toujours des agents corrompus dans les galeries ou des salles des salles de vente vont revendre les œuvres. Et là, on perd la trace de l'argent. Et la dernière phase, c'est l'intégration dans l'économie légale. Souvent, c'est des sociétés d'écran qui sont liées à la première organisation de crime organisé, mais qui sont complètement légales, qui vont récupérer l'argent. Mais après plein de phases où on perd la trace. C'est-à-dire que du coup, l'œuvre qui a été revendue va être achetée par ces sociétés d'écran, puis revendue, et donc l'argent... C'est l'argent juste qui est récupéré qui sont complètement pas du tout dans l'art. Ça peut être d'autres... Est-ce qu'on a une idée des montants, des échelles, etc. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur... Entre 2 et 5% du PIB mondial est blanchi. Pas seulement par l'art, mais encore une fois, le blanchiment par des œuvres d'art c'est en 3e position en termes de sources. D'accord, donc ça peut être des montants énormes. Plus récemment, je dirais des 5 dernières années, il y a eu quand même pas mal de réglementations au niveau européen qui ont évolué avec des demandes d'exigence plus élevées auprès des marchands, etc. Est-ce que ça, vous constatez que ça a un effet positif sur le marché ? Est-ce que c'est effectif ? Est-ce qu'on remarque moins de blanchiment ? Tout à fait. La réglementation est très importante sur le crime organisé. Et en effet, le marché de l'art manquait de régulation. Mm-hmm. Ce qui permettait aussi qu'il était attractif pour ce type d'opération de blanchiment. Et en effet, comme vous l'avez dit, on est à la 6e directive du côté européen qui stipule que toute transaction qui, à partir de 10 000 euros, doit être déclarée très transparente avec les acheteurs, leur nom, etc. Et ce qui est très important, c'est que suite à ces directives européennes, d'autres États ont fait la même chose, notamment les États-Unis. Et c'est très important que les États-Unis l'ont fait parce que au niveau du marché de l'art, 43% des transactions sont faites sur ce marché-là. Donc c'est très important. Les États-Unis. Oui. Oui, c'est une place forte. Et j'imagine aussi que, vu que c'est un marché qui est mondialisé, plus il y a de pays qui se mettent à la même page de réglementation, plus ça favorisera quand même une baisse du blanchiment, parce que c'est ça aussi le problème. Si seulement, par exemple, l'Union européenne se met à ces réglementations-là et d'autres pays non, ça créera un décalage qui ne changera pas forcément grand-chose à l'échelle internationale. Exactement. Oui, et ce qui est important aussi, c'est que les ports francs ont été aussi très réglementés. D'ailleurs, dans notre méthodologie, on a analysé la presse sur 23 années et comment la presse sensibilise le grand public sur ces sujets. Et pour prendre l'exemple juste des ports francs, dans les années 2000 jusqu'à 2010, il y avait énormément d'articles qui montraient des problèmes de corruption ou des problèmes de blanchiment qui se passaient sur ces lieux, alors que actuellement, grâce à la réglementation des ports francs, on a de moins en moins d'articles qui montrent que la réglementation a fonctionné et le public a été sensibilisé. D'accord. Ok, donc un sujet encore à suivre. Merci beaucoup, Gergana Guincheva. Je rappelle que vous êtes professeure de marketing, experte des industries culturelles à l'EDEC et co-autrice de l'article Art et crime organisé, de la prise de conscience aux moyens d'action, coécrit avec Bertrand Monet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.